Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. Tout le monde sait que les États-Unis sont en train d'attaquer une entreprise chinoise, Huawei. Et curieusement, ça fait vendre un livre français, Le piège américain, en Chine. Ce livre écrit par Frédéric Pierucci est devenu un best-seller, en version chinoise bien sûr, dans notre pays. Pourquoi? Parce que l'affaire de Huawei et l'affaire décrite dans ce livre d'Alston ont beaucoup de points similaires. Par exemple, Pierucci a été arrêté par les Américains sous prétexte de certaines affaires de corruption, etc. Et la fille de créateur de Huawei, Meng Wanzhou, était arrêtée aussi au Canada à la demande des autorités judiciaires américaines. Vous voyez, sous prétexte que Huawei fait des commerces avec l'Iran. Donc, faire commerce avec l'Iran était interdit par la loi américaine. Deux affaires ont des points communs. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir invité la traductrice de ce livre de la langue française en chinois, bien sûr, Sun Xiaohan. Bonjour Monsieur Zhang. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce n'est pas le premier livre que vous traduisez de français en chinois. Si, c'est le premier livre. C'est le premier livre. Oui. Bon. Et ça vous a beaucoup intéressé? Oui, c'était une coopération avec beaucoup de plaisir avec mon équipe de travail. On est 4 dans cette équipe et chaque personne est chargée d'une partie de ce livre, Le piège américain. Et, il est sorti très rapidement, hein, c'est 2 mois après la version française. Oui, 1 mois de travail de traduction, oui. Bon. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et puis, Ding Yifan, notre invité, un grand connaisseur de la société française. Surtout, vous avez lu les 2 livres, c'est-à-dire Piège américain en chinois, et en français d'abord et en chinois. Voilà. Oui, montrez-nous voilà. les 2 livres. Voilà, c'est le Piège livre américain. En français, la version originale, puis la version chinoise. Mais c'est le livre traduit. Chinois. C'est curieux, hein? L'un est blanc, l'autre est noir. Bon, ma première question est à notre traductrice Sun Xiaohan. Alors, comment avez-vous su la parution de ce livre en version française et comment avez-vous décidé de le traduire en chinois? Alors là, il s'agit d'une coopération assez intéressante parce que, premièrement, c'est Le piège américain, ce livre origine français, a attiré les éditions de presse CITIC, Zhongxin Chubanshe, et puis la maison des éditions a invité l'Institut de droit de l'Université de Pékin, et ils ont une petite équipe de traducteurs, et puis je suis honorée parmi cette équipe. Qu'est-ce qui a décidé de le traduire en chinois et pourquoi? Parce que l'histoire de Alston de Pierucci vous intéresse? C'est les éditions, c'est leur décision. D'accord. Bon, Ding Yifan, selon les reportages qu'on a vus à la télévision, le chef de Huawei, le créateur de Huawei, Ren Zhengfei, sur son bureau, on a découvert justement ce livre en chinois. Oui. En chinois. Alors, c'est curieux, hein, Ren Zhengfei lit ce livre. Non seulement le fondateur de Huawei a lu avec beaucoup d'intérêt le livre, mais aussi il fait lire ce livre par son personnel, par ses effectifs. Donc les cadres supérieurs de Huawei ont tous lu ce livre-là. Parce qu'il a peur que Huawei aura le même sort que Huawei Alston. est une grande société internationale, Huawei a des intérêts un peu partout dans le monde, et le département de justice américain attrape ce genre de choses un peu partout. Donc Pierucci a été attrapé, c'était pour une affaire aux Philippines.
Mais dans ce livre, il raconte que finalement, le département de justice américain va partout dans le monde pour essayer de détecter ce qu'on appelle des cas suspects. Et puis, il fait rattraper du personnel des grandes entreprises européennes, etc., sous prétexte de faire des investigations sur des cas de corruption. Et à la fin, la manière dont il accuse ces cadres est suspect. Parce qu'il attrape quelqu'un avec la machine de l'État. Il écrase littéralement les individus. Et si les individus coopèrent avec le département de justice, bien ce serait une preuve contre son supérieur. Et de fil en aiguille, il va jusqu'à le patron de cette entreprise qu'il vise. Mais après, il démembre cette entreprise. Voilà. C'est le sort de Pierucci, c'est à cause de ça qu'il fait ce livre. Alors, Meng Wanzhou, la fille de fondateur de Huawei, aura le même sort? Oh non, je ne pense pas, parce que Huawei est d'abord le cas de l'accusation contre Huawei ne tient pas debout. Parce qu'il y a des tas de choses, etc. Jusqu'à maintenant, Huawei n'a pas peur d'aller à la cour pour ce procès, parce que... sur ce point, ce n'est pas le cas de chef de Alstom. Oui, d'ailleurs, il y a un autre cas, c'est que, parce qu'il y a déjà le cas de Alstom, etc., et puis l'État chinois est intervenu dans ce cas-là. Dans le livre de Pierucci, en fait, d'une certaine manière, Pierucci accuse ses supérieurs. En particulier le patron d'Alstom de l'époque, qui n'a pas soutenu son cas. Mais en plus, en fait, le patron de l'Alstom de l'époque, selon la description de Pierucci, aurait été racheté par les entreprises américaines, etc. En fait, en vendant son entreprise aux Américains, il a déjà une porte de sortie. Et puis, il a sa retraite assurée, fournie par des entreprises américaines, etc. Il y avait ça. Donc, dans le cas de Huawei, ce n'est pas ça. En plus, le gouvernement français n'était pas intervenu suffisamment fortement pour soutenir cette entreprise américaine, française, pardon. Le gouvernement français n'aurait pas été plus efficace pour sauver cette entreprise française, alors que maintenant, Huawei est devenu l'emblème de la Chine, et le gouvernement chinois soutient fermement Huawei. Il est curieux, hein, le gouvernement français n'a pas soutenu Pierucci, non même pas dans le livre, vous l'avez traduit. Quels sont, comment dirais-je, le point qui vous frappe le plus? Personnellement, je suis très attachée par l'histoire et le destin du ancien chef d'Alstom. Et c'était une histoire extraordinaire. Et ce qu'il a vécu et ce qu'il a décidé, ce qu'il a fait, c'était tout à fait impressionnant. Vous l'avez rencontré, Pierucci? Non, pas encore. D'accord. Et Pierucci avait écrit, avait répondu à une question à un journaliste chinois. Il dit, hier c'était Alstom, aujourd'hui c'est Huawei, et demain, je ne sais pas qui. Et vous avez une idée? Il y a quelques points en commun. Par exemple, ils sont tous des dirigeants des grandes entreprises, mais ça reste tout à fait différent. Ça reste tout à fait différent. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Alors, Ting Yifan, Sun Shao Han a dit que ce n'est quand même pas la même chose. Mais je voulais te poser une question. Tout à l'heure, j'ai remarqué que vous avez dit l'État américain utilise tout, une machine étatique pour écraser un individu. En fait, il a montré des millions et des millions de documents et des centaines et centaines d'heures de vidéos
etc., pour accuser un individu. Cet individu, s'il veut faire un procès, il devait lire tout ça et il devait engager plusieurs avocats pour plusieurs années et il devait payer Les frais. Les individus, personnellement, sont tentés par l'offre du département de justice américain. Parce que mais c'est insupportable. L'offre est toujours très alléchante parce que il suffit de reconnaître une faute mineure, etc., pour pouvoir sortir. Oui, seulement quelques mois de prison. Sinon, si vous avez raté, il faut plus. Vous serez condamné à perpétuité. Vous passez toute votre vie, le reste de votre vie, dans la prison américaine. Même faire français, il faut plusieurs années, il faut beaucoup d'argent. Ça fait peur, ça fait peur. Eh bien, une fois reconnu votre faute, etc., de fil en aiguille, il va accuser votre supérieur. Et de votre supérieur, s'il obtient un autre aveu, il va continuer à grimper les échelons jusqu'à le président du groupe. Puis, lorsqu'ils offrent quelque chose au président personnellement, il peut en venir le roi de la société. C'est comme ça que finalement, Alstom a été racheté, très bon marché d'ailleurs, par une société américaine. General Electric. Et ça c'est très curieux. La justice américaine aide une entreprise américaine d'acheter une entreprise étrangère selon les moyens pas très loyaux. Oui, mais dans le livre, Pierre Rouchy a fait des études, parce que justement, en prison, il n'y a rien à faire, il est devenu un expert. Il est devenu un expert de ce genre de pratique, du département de justice américain, etc. Il a découvert que finalement... Les Américains font toujours ça. Il y a une interconnectivité des intérêts entre les magistrats américains et les chefs d'entreprise et les entreprises américaines, etc. Donc il y a certainement un marché conclu déjà entre les départements de justice américains, donc entre l'État américain et le secteur du business, donc le monde des affaires. Et une autre chose curieuse, c'est que Pierucci, en fait, la corruption qu'il a commise n'a rien à voir avec les États-Unis. C'était la société Alstom avec les autorités indonésiines. D'après ce que Pierucci a raconté dans son livre, ben, c'est une pratique très courante. C'est une pratique commerciale courante, c'est-à-dire que pour obtenir ce marché, la construction d'une centrale ou d'une chaudrière, je ne me souviens plus. Il faut arroser un peu Non, il a tout simplement payé les frais de consultation, de conseil à une société de conseil. Bien sûr, il sera difficile pour une entreprise étrangère d'aller directement dans un marché intérieur d'un pays. Donc on utilise souvent des intermédiaires pour construire des relations avec le gouvernement qui est toujours... Alors, ces intermédiaires sont considérés comme une sorte de corruption. C'est ça, les frais payés par Alstom. Les frais de conseil et de consultation à un intermédiaire a été considéré comme preuve de corruption. Mais ça n'a rien à voir avec les États-Unis. Ça n'a pas nui l'intérêt des Américains. C'est ça, ça peut servir de prétexte. Ça peut servir de prétexte. C'est comme le cas de Huawei avec l'Iran. Parce que la Chine n'est pas signataire de ces sanctions économiques contre l'Iran. Les sanctions économiques contre l'Iran ont été prises unilatéralement par le gouvernement américain ou par les gouvernements américains précédemment. Donc la Chine n'a pas besoin La Chine n'a pas besoin d'obéir à une loi américaine pour ce genre de choses. Donc les Américains ont arrêté la fille de fondateur, la fille de fondateur de... Sans aucune fondation légale. Alors, Sun Xiaohan, ce livre, une fois traduit en chinois, apparemment, ça se vend très bien. Vous avez le chiffre de... Oui. Non, je n'ai pas le chiffre, mais ça se vend bien. Ça se vend bien. Mais apparemment, en France, c'est un livre comme les autres. Ce n'est pas un best-seller. Tandis qu'en Chine, j'ai vu
partout dans les librairies, on achète et des tas de commentaires. Ah oui, il parus dans suffit de lire, oui. Il suffit des critiques, des revues Oui. de livres, etc., etc. Oui, et ce livre-là est toujours en tête. Le piège américain apparaît toujours en tête des best-sellers en Chine. Oui. Oui. Mais pourquoi en France alors ça parut comme un livre normal, hein, pas très bien vendu? Non, je pense qu'en France, ça se vend bien aussi parce que j'ai même écouté une émission de France Inter et ils ont invité l'auteur Mathieu Aron, co-auteur de ce livre. Et ça se vend bien. Il y a beaucoup de presse étrangère ont écrit des interviews, des articles sur ce livre. Par exemple, Economist, une presse anglaise. Aussi des journaux domestiques de France aussi. Bon, Stéphane, j'ai une autre question à vous, c'est que nous savons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le gouvernement chinois soutient la société Huawei et surtout, apparemment, l'entreprise Huawei porte plainte aux États-Unis contre le gouvernement américain aussi. Oui. Il ne s'agit pas seulement de l'arrestation de sa fille, mais il s'agit de traitement d'une décision discriminatoire à l'égard de Huawei. C'est une décision prise à la fois par le gouvernement, donc par le gouvernement Trump, mais aussi par le Congrès américain. Donc c'est des décisions du Congrès américain, du Parlement américain, est anticonstitutionnel. Anticonstitutionnel. C'est anticonstitutionnel parce que dans la Constitution américaine, il y a des clauses qui stipulent clairement que les entreprises commerciales, les entreprises, les individus, etc., sont protégés contre ce genre d'abus. Et la résolution du Congrès américain vis-à-vis d'une seule entreprise est une mesure discriminatoire qui va à l'encontre de cette clause de la Constitution américaine. Voilà. Donc, Huawei porte plainte. Huawei porte plainte à la justice américaine. Eh bien, je pense que la justice américaine est embarrassée un peu par ce cas, parce que s'il condamne le Congrès américain, bien ce serait quelque chose de très grave. Mais s'il donne raison au Congrès américain, c'est anticonstitutionnel. Donc, ça fait perdre tout à fait la crédibilité de la justice américaine. Donc, on verra. Oui. Et ce qui est drôlement intéressant aussi, c'est que finalement, General Electric américain ont acheté, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tous les centrales nucléaires d'Alston, côté... non, pas toutes les centrales, les chaudières dans les centrales nucléaires. Les chaudières dans les centrales donc nucléaires. une partie essentielle de centrales nucléaires, donc les chaudières, etc., sont contrôlées par General Electric maintenant. Mais c'est bizarre, les Français n'ont pas réagi. Et ils acceptent ça comme si c'est normal. Alstom disparu, hein. Maintenant, Alstom Transport est acheté par Siemens. C'est ça. Un tel marché serait rejeté par le Congrès américain. Tandis qu'au Parlement français, et ceci est passé comme si de rien n'était. C'est assez bizarre. C'est quand même pas l'un des entreprises parmi les 500 premiers. C'est ça, le gouvernement Alstom français n'a rien objecté à ce rachat d'une entreprise pilote par une entreprise américaine. Ça va, c'est le gouvernement. Mais le Parlement, l'Assemblée nationale française, n'a rien réagi. Ça fait bizarre. Mais pourquoi? Parce que les politiciens français ou les hommes politiques français ont perdu leur sens de sécurité nationale. Apparemment, la France et les États-Unis, ce sont des alliés, quand même. Mais ça, c'est vraiment entré comme une guerre. Ceci me rappelle une phrase de l'ancien président français, François Mitterrand. Je vais vous lire. Je voudrais avoir votre commentaire. Alors,
avant sa mort, le président Mitterrand, l'ancien président Mitterrand, a dit ceci à un journaliste français: la France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment. Oui, ils sont très durs les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, mais pourtant une guerre à mort. Comment comprenez-vous En fait, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Français ont réalisé que finalement, sur le marché européen, c'était à l'époque sur le marché européen, les entreprises américaines étaient en train d'envahir l'Europe. C'est pour ça qu'au début des années 70, il y avait aussi un best-seller en France, très, très connu, qui était intitulé « Le défi américain ». Le défi américain. Le défi américain avait décrit la manière dont les entreprises américaines érodent le marché français et européen, et par ce mécanisme, etc. D'ailleurs, le Conseil économique du général de Gaulle, à l'époque, avait découvert ce jeu américain sous le couvert du plan de Marshall, pour aider, etc. Plan Marshall. Plan Marshall a été utilisé partiellement pour conquérir le marché européen. Et puis, donc, le Conseil économique du général de Gaulle a découvert ça. Il dit que finalement, pour faire face à ce genre de choses, il faudrait arrêter cela, arrêter le dollar bon marché. C'est pour ça que la France avait découvert le truc. C'est que les États-Unis, en exportant le capital vers le marché américain, etc., ils accumulent des déficits commerciaux. Donc la France possède des bons trésors américains. Beaucoup de bons trésors. La France avait un excédent commercial énorme, mais le plus grand détenteur d'excédent commercial, c'est l'Allemagne de l'Ouest à l'époque. Parce qu'avant la réunification de l'Allemagne de l'Ouest était le pays de l'Europe qui avait le plus d'excédent commercial avec les États-Unis. La France aussi a un énorme excédent commercial comme avec les États-Unis, comme la Chine maintenant. Donc la France commence à échanger sa réserve de dollars contre l'or. Elle les ramène vers la France. Je me souviens qu'à l'époque, le ministre de Finances sous Général de Gaulle était Valéry-Giscard d'Estaing, qui est aussi devenu président de la République. Valéry-Giscard d'Estaing a été chargé par le président de Gaulle d'aller rapatrier l'or français. L'or de la Banque de réserve fédérale américaine et de New York. Et ceci avait provoqué la première crise du dollar au début des années 70. Il y a, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des géopolitologues, des géopolitologues américains, européens, etc., qui disent que finalement, le mouvement de mai 68 en France était provoqué plus ou moins par cette dispute franco-américaine. Donc derrière le mouvement social français, il y a toujours une ombre américaine pour déstabiliser le régime politique français. Bon, entre deux pays alliés, cette guerre commerciale se crée depuis toujours, continue. Est-ce que vous pensez la même chose entre la Chine et les États-Unis? Est-ce que nous sommes en guerre? Si j'utilise cette phrase de Mitterrand, changer seulement le nom. Il a dit la France, alors je dis la Chine ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente. Est-ce qu'on peut dire ça? D'une certaine manière, oui. Ce n'est pas la Chine qui veuille faire cette guerre économique avec les États-Unis, ce sont les États-Unis qui font la guerre, qui font une guerre économique, commerciale, etc., avec la Chine. Parce que contre tout le monde. Parce que depuis toujours, les États-Unis considèrent la guerre commerciale, la guerre économique, comme un instrument important pour déstabiliser son adversaire. Donc,
vis-à-vis de l'Union soviétique, vis-à-vis du Japon, vis-à-vis de l'Allemagne, vis-à-vis de la France. Les États-Unis ont utilisé cet instrument depuis longtemps. Il n'y a pas de raison que les États-Unis n'appliquent pas cet instrument à la Chine. Ce sera bizarre. Donc l'arrestation de Meng Wanzhou, la fille du fondateur de Huawei, est forcément une des batailles de cette guerre. C'est ça. Bon, alors, Sun Xiaohan, puisque ce livre vend très très bien en Chine, est-ce que c'est possible que la maison d'édition invite l'auteur de venir en Chine pour rencontrer ses lecteurs? Oui, c'est confirmé parce que C'est confirmé. les éditions avaient invité l'auteur déjà sur l'apparition de ce livre en 8 mai 2019, mais l'auteur avait quelques arrangements professionnels, donc on n'a pas fait cette invitation au mois de mai, l'apparition, mais l'auteur a affirmé et accepté une deuxième fois l'invitation de la maison d'édition pour la fin du juillet et ou début août. Au début août. Oui. Bon, c'est pendant les vacances. Bon, il va venir en Chine et il va parler de son livre, du sort de ses expériences, surtout parce qu'il doit forcément connaître des détails qui ne sont pas décrits dans le livre. Oui. Dans les conférences, il serait capable de raconter encore des atrocités de la prison américaine, je suis sûr. Et pensez-vous, alors je ne peux pas ne pas poser cette question, pensez-vous que Meng Wanzhou va être extradé vers les États-Unis, vont subir le même sort Non, elle ne sera pas extradée par les autorités canadiennes. Parce que jusqu'à maintenant, l'arrestation est illégale. Déjà, en fait, l'arrestation est illégale, l'extradition, contrairement aux lois canadiennes, etc., sera un acte de violation non seulement anticonstitutionnelle, mais quand on dit illégal. Ça va mettre le gouvernement canadien, je ne sais pas, à un banc d'accusation. Donc ça va mettre le gouvernement canadien au péril. Mais la pression américaine apparemment est très forte. Mais non, évidemment, il y a la pression américaine, mais il s'agit aussi de l'application de la loi. Si c'était parce que pour que Meng Wanzhou, Madame Meng Wanzhou, soit extradée, et il faut que ça réponde aux critères. D'abord, c'est une demande des autorités américaines, puis si quelqu'un répond au double jugement, d'abord, s'il doit être jugé par la loi canadienne, s'il a agi en infraction à la loi canadienne, à ce moment-là, il y aurait un prétexte. Mais cette fois-ci, ce n'est seulement que même le cas n'a pas été confirmé. Même si le cas était confirmé, il s'agissait seulement d'une infraction à une loi unilatérale américaine. Ce n'était pas une loi canadienne. Donc si elle n'a pas commis d'acte contre la loi canadienne, ce sera difficile d'extrader quelqu'un aux autorités américaines. Alors pour vous, l'avenir de cette affaire sera Meng Wanzhou libéré un jour? Oui. Sans condition? Un jour ou l'autre, oui. Bon. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. On verra. J'espère que le sort de Meng Wanzhou sera mieux que Frédéric Pierucci. Certainement. Merci à nos chers téléspectateurs aussi. Merci pour votre fidélité. À la prochaine.